Bon, alors, chers amis, nous allons parler aujourd'hui de Ambroise Paré, qui, selon formule, a été le chirurgien de plusieurs rois de France, et c'est son humble serviteur, Philippe Benichon, son descendant après plusieurs siècles, de l'hôpital Cochin et de Paris, qui va en avoir la charge. Alors, Ambroise Paré, c'est décrire sa vie, il faut être honnête. Quand on regarde le dernier ouvrage qu'il a fait paraître, ses œuvres complètes, on dit c'est en 1585, les plus belles, celles où il y a toute son histoire, ça se termine par ce qu'on appelle les voyages. C'est-à-dire qu'il raconte ce qu'il a fait au cours de son existence. C'est d'ailleurs lui qui nous explique exactement ce qu'il était. Donc, en fait, je vais vous raconter l'histoire d'Ambroise Paré vue par lui-même. Alors, quand on regarde son histoire, en déroulant le cours de sa vie, il nous apparaît rapidement qu'il appartient à ces rares individus qui ont su maîtriser le cours de leur destin. Ils parviennent ainsi au terme de leur existence, au point où leur rêve de jeunesse semblait les conduire. Ce résultat est le fruit d'une personnalité exceptionnelle qui s'est épanouie, comme souvent, dans un monde féroce qui a connu sans discontinuité deux époques dramatiques. La première, ce sont les guerres d'Italie. Quand Paris naît, elles sont déjà commencées depuis plus de 10 ans, lorsque le roi Louis XII décide de repartir dans ce rêve chimérique qu'est le royaume de Naples et qui envoie une armée récupérer le royaume. Elles se terminent, ces guerres d'Italie, en 1559, mais 3 ans plus tard, ce sont les guerres de religion. Elles se termineront à la fin du XVIe siècle, mais à ce moment-là, Paré sera déjà mort depuis près de 10 ans. Il n'a connu qu'une époque terrifiante, qui sont les massacres de XVIe siècle, qui sont une époque absolument horrible, où comme au Moyen-Âge, on ne fait pas attention à la vie humaine, mais en plus, on se trouve doté alors des premières armes à feu qui vont faire de véritables catastrophes. Ah. Comment on fait passer le... De toute façon, si je n'ai pas de... Bon, bref, Paré, né en 1510, bien, c'est une dette hypothétique, car en fait, on ne connaît pas bien sa date de naissance. On ne connaît pas bien sa date de naissance parce qu'il n'y a pas de registre à l'époque. Et je crois que lui-même ne devait pas la connaître. C'était le père d'un petit coffretier d'une petite bourgade à côté de Laval, Bourg-Hersant. Et ce coffretier avait 4 enfants, le dernier séparé. Et dans la vie de Paré, il y aura toujours 2 constantes qui vont apparaître. L'endroit où il est né, Laval, d'ailleurs il dira toujours Paré de Laval, et l'ambiance déjà chirurgicale. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin bref, cet enfant est confié dans l'atmosphère du comte de Laval, un homme puissant, et on va le confier à son chapelain qui va lui apprendre le français, pas le latin, ça l'embêtera toute sa vie. Et puis comme c'est sûrement un petit garçon très intelligent et vivace, eh bien il finit dans les cuisines du château comme marmiton. Ça va lui servir pendant toute sa vie parce qu'il va apprendre à faire la cuisine à cette époque-là. Les médicaments et tout le toin-toin des onctions, c'est très important. Et puis, il progressera. C'est le barbier, alors du comte, qui va s'intéresser. Il va, pour la première fois, peut-être à l'âge de 14-15 ans, devenir le barbier du barbier chirurgien du comte de Laval. Et puis, il passera d'Auvergne de le barbier. Il finira en fait chez son frère, qui est barbier chirurgien à Vitré, en Bretagne. Donc, vous voyez, il y a déjà toute une atmosphère de chirurgien barbier.
c'est vraisemblablement son frère qui va l'inciter à partir vers Paris pour aller gagner l'Hôtel-Dieu. Et ça, le personnage extraordinaire qui est à la fois fait de modération, d'ambition, tout à fait discrète, tout est dans la subtilité avec Paris. Vous voyez ce portrait qui déclinerait bien le caractère de l'homme. Un homme assez fier, mais relativement discret, avec un regard qui est assez lointain, qui est de profil, comme une médaille, et qui est déjà à ce moment-là, puisqu'il a 50 ans, un homme important, puisqu'il est vêtu de vêtements militaires de chair et de belle qualité, comme le montre d'ailleurs le vêtement à côté, qui est le vêtement du duc de Guise. Et donc, il va aller à Paris. Alors, on a des tas de portraits, et c'est seulement qu'à la fin de sa vie, on le verra de face. C'est l'endroit théorique où il est né, c'est absolument pas plus sûr que sa date de naissance, à côté de Laval. Là, c'est une carte de France rapide pour vous montrer deux éléments qui vont intervenir quand même. L'Italie qui se trouve en bas et à droite et qui n'est pas encore partie, la Savoie ne fait pas encore partie de la France. Et puis, en haut et à gauche, c'est la Lorraine, toute une partie de la Lorraine ne fait pas encore partie de la France. Alors, il va à l'Hôtel-Dieu. Là, il va sûrement se servir comme une espèce d'interne. Ils travaillent beaucoup, ils sont exploités à mort, si je puis dire. Il va apprendre l'anatomie, il va rentrer en contact avec les chirurgiens jurés, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de l'enseignement. Et puis, il va y passer 3 ans où il va apprendre réellement énormément de choses. D'ailleurs, dans ses mémoires, il le répète. Quand j'étais à l'Hôtel-Dieu, j'ai appris. Et il sort de ces 3 ans et il faudrait qu'il passe le certificat de barbier et chirurgien. Mais pour faire ça, il faut avoir le sou. Or, Paris n'a pas le sou. Donc, il lui reste qu'une seule possibilité, c'est d'aller dans l'armée. Et là, ça tombe très bien, parce que l'une des relations du comte de Laval, M. de Montjean, a besoin d'un chirurgien. Et compte tenu de ce qui se passait des guerres, toutes les compagnies, au moins, avaient un chirurgien qui était attaché au chef de la compagnie. Monsieur Montjean est un lieutenant général de l'armée, c'est un personnage puissant également. Et ça, en 1936, ça ne tarde pas longtemps parce que la guerre reprend. François Ier a décidé de repartir là-bas en Italie et il faut traverser les Alpes. Donc, M. de Montjean est prié de préparer sa compagnie et de descendre, et ils arrivent devant le col entre la France et l'Italie. Là, l'armée italienne et bloque le passage. Ça va être le baptême du feu pour Paris. La bataille va être atroce. Ils vont finir par passer, les Français, grâce à une astuce qui consiste à monter sur une des petites montagnettes que vous voyez. Ça s'appelle le pas de Suse. Et en montant sur cette petite montagnette, ils vont arriver à bombarder les ennemis qui sont en dessous. Ils vont faire une brèche. Ils vont passer. Ça va être horrible parce que Paris, qui sort tout juste de l'Hôtel-Dieu, et l'Hôtel-Dieu, ça devait pas être quand même quelque chose de simple à l'époque, parce que s'y trouvait la chirurgie, mais s'y trouvait aussi toute la médecine, toute la mendicité, tout un tas de personnages qui, en fait, souvent, ils venaient pour mourir. Bref, ils passent ce pas de Suse, ils arrivent en Italie. Monsieur de Montjean va prendre la direction de Milan avec d'autres personnages de l'entourage de François Ier, et malheureusement, Monsieur Montjean va décéder. Il va certainement mourir d'un cancer du pancréas, d'après les descriptions, et sa veuve va retourner avec Paris à Paris. Il faut dire que Paris, c'est toujours s'attacher l'amitié, l'affection et l'admiration de tous les gens qui l'ont côtoyé. Il a laissé un excellent souvenir à la famille de Montjean,
qui va l'aider en revenant à Paris, qui va lui laisser déjà une notoriété qui commence un peu à monter. Donc, M. Montjean monte en 1538, Paris remonte à Paris avec un peu de sous, cette fois-ci. Donc, il va pouvoir faire trois choses. La première, c'est de passer son diplôme de barbier chirurgien. La seconde, c'est de se marier. Et la troisième, c'est de réfléchir à l'expérience qu'il a acquise pendant cette première campagne du Piémont. C'est en fait pas la première campagne d'Italie, c'est la 8e campagne d'Italie. Il y aura 11 campagnes d'Italie, comme il y aura 8 campagnes et 8 guerres de religion. Donc, il va réfléchir à ce qu'il a vécu parce que ces arquebuses, c'est une véritable catastrophe. Je vais présenter une arquebuse pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Ce sont les premiers fusils. C'est un énorme progrès par rapport au canon à feu qui était fait avant. C'est un énorme progrès. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a un petit bassinet. On introduit donc la poudre dans le canon, on la tasse dans le bassinet, et grâce à cette petite détente, qui est une future gâchette, on actionne une mèche à combustion lente qui se dirige vers le petit bassinet dans lequel il y a un petit orifice. La mèche lente arrive, la poudre prend feu, ça explose, et ça envoie une petite balle d'environ 25 à 30 grammes. Ça a une portée d'environ 100 à 110 mètres, 120 parfois, et c'est vraiment fiable qu'à 25 ou 30 mètres. Mais ça fait des dégâts énormes car la balle est assez grosse, elle est à vitesse assez lente. Si bien que en 1545, il fait part de son expérience et son premier traité. Et il explique, il dit, mais moi je ne suis pas enseignant. Ce que je vais vous écrire, c'est l'expérience d'un simple chirurgien. Il fait tout un chapitre d'ailleurs sur le fait qu'il n'est pas enseignant. Et d'ailleurs, toute son œuvre ne sera pas souvent des ouvrages d'enseignement, contrairement à Henri de Mondeville qui, quelques années auparavant, avait fait un énorme travail. Alors, je vous en parle, Monsieur le Président, parce que je retiens une place un jour pour faire un topo sur Henri de Mondeville. Mais pour revenir à Paris, il fait ce premier ouvrage qui a énormément de succès. Énormément de succès, et si bien qu'il fera 2 ou 3 autres rééditions qu'il modifiera à chaque coup en les améliorant. Une en 1551 et une autre en 1561. Et puis évidemment, dans toutes ses œuvres ensuite, il réitérera son expérience sur ses armes à feu. Donc, pour revenir auparavant à son retour d'Italie, il passe son diplôme de chirurgien barbier en 1941. Il se marie avec Madame Jeanne Masselin l'année suivante. Il aura 3 enfants avec elle, 2 fils et une fille. Seule la fille survivra et donnera d'ailleurs des descendants dont Madame l'ancienne bibliothécaire a recherché tous ses descendants d'Ambroise Paré. Il existe encore des descendants de Paré à partir de Jeanne Masselin. Il se marie, vous voyez, en juin. Il n'a plus de protecteur en la personne de René de Montjean, mais très rapidement, il va en retrouver un, parce qu'il a arrêté le contact avec la maison de Laval, on commence à le connaître, et le duc de Rohan, qui est quand même déjà un personnage beaucoup plus important, décide de le prendre à son service. Il vient donc chirurgien du duc de Rohan. Et marié le 30 juin, vous voyez que ça ne traîne pas, puisque François Ier a décidé au mois d'août de repartir en guerre, ce coup-là, pas en Italie, mais vers le sud-est, à Perpignan, parce qu'il y a les Espagnols qui sont autour de la gare de Perpignan, la ville de Perpignan, il veut essayer de reprendre Perpignan. Donc, Paré descend à Perpignan avec le duc de Rohan, ils mettent 10 jours pour descendre. Vous voyez que Perpignan à cheval, Paris-Perpignan à cheval en 10 jours, il faut galoper. Et d'ailleurs, il a le phénomène des marathoniens. Il dit, mais à la fin du séjour, je pissais du sang.
C'est les globules rouges qui s'écrasent sur la selle. Et à Perpignan se passe l'extraordinaire coup avec le duc de Brissac. Le duc de Brissac part en campagne, il reçoit un coup d'arquebuse dans l'épaule. Les chirurgiens sont là, ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire, on appelle Paris. Et Paris dit au duc, mettez-vous dans la position dans laquelle vous étiez au moment du coup. Le duc s'exécute, il fait ses calculs de balistique, et dit, la balle est derrière l'omoplate. Il était discret, c'est toute la discrétion de Paris. C'est pas lui qui va opérer le duc. Il va laisser le geste se faire au chirurgien du dauphin. On va inciser, toc, on va trouver la balle. Mais évidemment, celui qu'on a la gloire, c'est pas le chirurgien du dauphin, c'est Paris. Et alors, il va faire à ce moment-là des voyages entre Paris et les différentes campagnes où l'emmèneront le duc de Rohan. La suivante, c'est la Basse-Bretagne. Il est obligé de remonter parce que Henri VIII, à ce moment-là, en 1543, a décidé de changer d'alliance. Jusqu'à cette date, il était allié avec le roi de France à la suite du fameux du camp du Gras d'Or qui a eu lieu en 1523. Et puis, tout d'un coup, Henri VIII, il dit, mais voilà, je change d'alliance, je vais passer du côté de Charles Quint. Alors, est-ce qu'il avait les idées de reprendre ce qu'avaient fait ses ancêtres du côté de la guerre de 100 ans? On ne sait pas bien. Mais enfin, en tout cas, il y a une immense flotte anglaise qui se met devant la Normandie. Apprenant ça, François Ier envoie son armée, comte de Laval, duc de Rohan, toute la noblesse française, etc. Il s'installe devant, Henri VIII a peur et il fait reculer son armée, il ne fera pas de débarquement. Mais à ce moment-là, ça se passe mal du côté de la Lorraine. Donc, tout le monde repart en Lorraine. Et puis, je vous résume parce qu'il y a des... Ensuite, c'est en Bretagne, parce qu'en Bretagne, les Anglais à Boulogne, les Anglais ont réussi quand même à avoir plus ou moins la ville. Donc, on part à Boulogne. Et là se passe la fameuse histoire du duc de Guise. Le duc de Guise, François de Guise, qu'il ne faut pas confondre avec Henri de Guise, son fils, qui sera assassiné. François de Guise, le père, a la fâcheuse manie de se battre sans casque. Résultat, dans une sortie, il reçoit une lance au coin de l'œil qui se pointe vers l'oreille. Il a de la chance, les os ne sont pas trop touchés. Mais la lance s'est cassée sous la violence du choc et tout le monde s'attarde autour du duc de Guise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le duc de Guise. Arracher la lance, arracher l'œil, on va tout lui arracher. Et là apparaît à cette idée extraordinaire de faire une incision derrière l'oreille et de retirer la lance en antérograde et pas en rétrograde. Donc le duc de Guise guérit. Mais évidemment, ça sera François le Balafré. Donc, vous voyez que peu à peu, la notoriété de Paris grandit à travers l'armée et à travers tous les nobles et tous les aristocrates et tous les militaires qu'ils soient. En 1547, François Ier meurt. Alors là, il a à peu près une période de tranquillité. C'est son fils Henri II qui lui succède et il a le temps de travailler. Et l'une des qualités de Paris, sur le plan intellectuel, c'est un très grand anatomiste. Il a beaucoup disséqué, d'abord à l'Hôtel-Dieu, puis ensuite, et puis tous ces hommes, ces centaines de patients qu'il traite, c'est un catalogue d'anatomie en permanence. Donc, l'anatomie à l'époque, il faut voir que elle est très marquée par le livre de Vézal, la Fabrica, là, de 1543. C'est pas le premier livre, parce que le premier livre, c'est celui de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui a fait un merveilleux livre d'anatomie qui est entre les mains du roi d'Angleterre, de Charles III, et à Windsor, mais malheureusement, c'est comme tout ce que faisait Léonard de Vinci, c'était très beau, il y avait beaucoup d'imagination, mais ça n'aboutissait à rien. C'est d'ailleurs ce que disait Michel-Ange.
La hiérarchie, c'est bien, mais ce magnifique ouvrage n'a jamais été publié. Donc, le premier ouvrage qui est publié, c'est celui de Vézal. Et en France, le premier ouvrage publié, c'est celui d'Estienne, le médecin, et Estienne de la Rivière, le chirurgien, en 1546. Et Paris se rend bien compte que c'est fondamental l'anatolie pour les barbiers chirurgiens. Donc, il fait un petit livre, une brève collection en 1549 sur l'anatomie pour les barbiers chirurgiens. Plus tard, en 61, alors là, il fera un ouvrage d'anatomie beaucoup plus documenté. Il se servira d'ailleurs de tout un tas de dessins, en particulier les dessins qui ont été faits par Vézal. Il le dira d'ailleurs, il le dira, mais j'ai prélevé. Je me souviens que on avait fait un jour une conférence sur Paré, savoir s'il avait été un plagiaire, parce qu'il a beaucoup copié un certain nombre d'œuvres. En fait, non, il dit dans ses ouvrages qu'il remercie les auteurs qui lui prêtent des documents. Alors, ça ne pouvait pas durer la tranquillité, parce que Henri II, il reprend les rêves un peu de son père. Et en 1552, il repart en Italie, et là, il repart aussi en Lorraine, parce qu'il a un peu l'intention d'échanger l'Italie contre la Lorraine. Il repart à Metz, Toul et Verdun, et il fait conquérir les trois villes très rapidement. C'est pendant cette période que Paré a fait la première amputation avec ligature des vaisseaux. Il en parle, pas d'abord au début, il en parlera beaucoup plus tard dans ses ouvrages, mais il a l'honnêteté de dire, vous savez, tout ça, j'ai lié les vaisseaux, mais on les liait auparavant. Mondeville, tous les chirurgiens, quand vous voyez une artère, la liaient. Et il la liait de double ligature, parce qu'on sait bien qu'une artère, il faut faire très attention, parce que la ligature est facilement mauvaise. Et moi, je me souviens, quand chez Orlid, c'était toute une histoire pour mettre deux ligatures à des internes. Mais si vous ne mettez qu'une seule ligature, vous verrez, de temps en temps, vous aurez la fameuse escarre du 10e jour, où tout, la ligature. Bon, bref, là, son deuxième protecteur va mourir. Le duc de Rohan meurt. Il meurt d'une blessure. On ne peut pas le sauver. Et il va graduellement monter. C'est Antoine de Bourbon qui va le prendre à sa charge. Antoine de Bourbon, c'est le père d'Henri IV. Un homme étrange qui bascule entre le catholicisme et un peu aussi comme son fils. Hein. Bon, mais et il va devenir voilà, et il va partir avec le roi de Navarre. Le roi de Navarre va être impressionné, comme avec ses autres protecteurs, il va se lier d'amitié et d'admiration avec le roi de Navarre. Quand Navarre va rentrer, il va faire un éloge fantastique de Paris. Mais Henri II est déjà au courant. Donc, Henri II va le nommer chirurgien ordinaire du roi. Il va lui dire désormais, tu ne dépends que du roi. Et quand on devenait chirurgien du roi, on ne dépendait que du roi, c'est-à-dire que vous alliez là où le roi vous envoyait. Mais il n'y avait pas d'autres intervenants. Il n'empêche pas moins qu'entre ces voyages entre Paris et l'armée, il avait commencé à se faire une clientèle civile dans la ville. Il habitait rue de l'Hirondelle, on le verra plus tard. Et là, il est nommé donc le 31 août 1552. Les guerres ont repris depuis, et Charles Quint, qui est furieux d'avoir perdu Metz, Toul et Verdun, décide de reprendre Metz. Il envoie une armée considérable. Elle est défendue, Metz est défendue par le duc de Guise.
un homme extraordinaire, un militaire fantastique, qui bloque, qui fait des fondations, qui crée d'ailleurs le premier hôpital militaire. Il a créé 2 hôpitaux militaires, plus des ambulances, parce que l'armée de Charles Quint est tellement puissante autour de Metz que l'une des façons de se garder, c'était de faire des sorties et puis d'aller détruire les premières lignes ennemies. Mais ces sorties-là, ça coûte extrêmement cher en hommes. Donc, il faut ensuite derrière des chirurgiens. Et le duc de Guise écrit au roi en lui disant: Sire, on a des canons, on a des hommes, on a des généraux, mais on n'a pas de chirurgien. Et Henri II va, à ce moment-là, envoyer Paré à Metz. Là-dessus, il va réorganiser toute la chirurgie, il va sauver les gens, il va continuer à opérer sans cesse. Et le duc de Guise, je vous passe les astuces qu'avait pris le duc de Guise pour emmener Charles Quint dans un endroit où il ne fallait pas qu'il aille. Et là, son armée s'est fait à moitié décimée, si bien que Charles Quint, au bout de quelques semaines, voyant qu'il n'arrivait pas à prendre Metz, et en plus, comme souvent, quand les armées restent stagnent dans un endroit, ce qu'ils appelaient la peste se met sur le dos des militaires. Ce n'est pas forcément la peste, mais il y a une épidémie qui arrive, si bien que Charles Quint retire son armée autour de Metz. Mais c'est que passager. Paris est revenu à Paris, repartir à Metz. Il envoie cette coup-là Emmanuel Philibert de Savoie pour reprendre cette région. Il mit à Savoie est victorieux et il arrive à Hesdin. Hesdin, c'est une petite ville qui se trouve à l'est d'Abbeville, dans le nord de la France. Et d'ailleurs, la Société d'histoire de la médecine je pense que Pierre Tillot doit s'en souvenir, en 2000, a déposé une plaque commémorative de la présence d'Ambroise Paré à Hesdin. Bref, là, ça se passe mal à Hesdin, très mal, parce que le Philibert de Savoie a réussi à faire une brèche dans la ville. C'est le duc de Bouillon qui dirige l'armée, mais il y a également un autre duc qui se fait tuer. Et puis il y a monsieur de Marty, qui est le 3e commandant de la Plesse, qui reçoit un coup d'arquebus sur le thorax. Les hommes sont dépassés, si bien que le duc de Bouillon demande la reddition. Demander la reddition au XVIe siècle, c'est comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y avait deux parties. Il y avait les nobles, les riches et tout, qui étaient mis dans un coin, ils étaient rançonnables. Et puis il y avait les autres. Alors là, Dieu seul pouvait faire quelque chose pour eux. Donc, Paris se trouve au milieu de cette bataille. Il ne sait pas quoi faire. S'il se dit, mais je me présente, voilà, Paris, chirurgien du roi, je vais mettre du côté droit, on va m'envoyer avec la rançon. Si je me mets de l'autre côté, je ne sais pas ce que je vais devenir. Alors, il a une idée, il se dit, ben, je vais devenir le chirurgien de monsieur de Martigues, l'un des trois. Il change son beau costume pour un costume de barbier banal. Et puis, évidemment, on se rend et les nobles sont placés du côté droit, les pauvres. Alors, on va leur attacher les couillons, comme on dit après des ficelles. On va tirer dessus. La moitié vont mourir et l'autre moitié sera égorgée. De l'autre côté, le duc de Savoie sait bien qu'il va pouvoir récupérer de l'argent grâce aux rançons. Et en particulier celle de M. de Martigues. M. de Martigues, il est blessé. Il ne faut pas qu'il meure, M. de Martigues. S'il meurt, il n'aura pas la rançon. Donc, il appelle les chirurgiens de Charles Quint, de tout le monde. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de M. Martigues? Les autres, ils ne savent pas très bien. Il a reçu un cul d'arquebuse ici. Donc, il demande à Paris, mais vous qui êtes le chirurgien de M. de Martigues, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, Paris leur fait un véritable coup. Il leur explique que Monsieur de Martigues ne peut pas rester sur le dos allongé. Ça signifie qu'il a un hémothorax très important. Il leur dit qu'il y a de l'air qui passe par la plaie et donc il a une plaie pulmonaire. Enfin, il explique tout. En plus,
il avait des urines sanguignolantes. Il leur explique que ben, c'est le sang qui descend le long du diaphragme et que c'est pas étonnant. Et monsieur de Martigues va mourir au bout de 48 heures. Là, le duc de Savoie est furieux, mais il peut faire quelque chose encore, parce que le corps, il faut qu'il soit rendu à la famille. Mais pour qu'il soit rendu à la famille, il faut qu'il soit en bon état. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il soit embaumé. Qui va embaumer le corps? Dans le chirurgien, personne ne va embaumer le corps. Bon, en particulier son chirurgien personnel au duc de Savoie. Alors, le chirurgien dit à Paris, mais écoute, c'est toi le chirurgien, tu vas embaumer le corps. Paris fait semblant de pas, mais enfin, comme il voit que ça se passe mal, que s'il ne le fait pas, il accepte. Et là, il fait aux différents chirurgiens un véritable cours d'anatomie. Et pareil, c'est un très bon embaumeur. C'est très bien. Il implique à ce moment-là, c'était toute une façon d'embaumer. Il fallait mettre des herbes, même de la térébenthine. Il y a tout un tas de protocoles qui suivaient l'embaumement. Et il le fait de façon magnifique. Si bien que le chirurgien du duc de Savoie lui dit, écoute, toi, tu vas rester à mon service. Et puis il y avait le médecin aussi du duc de Savoie qui va en parler au duc de Savoie. Lequel duc de Savoie dit, mais ce chirurgien-là, faut le garder dans l'équipe. Il refuse. Alors, il refuse. Il dit, mais moi, je suis à la France, je ne suis pas à notre pays, je refuse. Bon, le duc de Savoie s'énerve, il dit qu'on l'envoie aux galères. Et là, il y a le gouverneur de Gravelines, une petite ville qui se trouve entre la frontière belge et Dunkerque, qui dit au duc, écoutez, continuez-le-moi, moi j'ai un vieil ulcère de la jambe, ça traîne depuis 8 mois, je souffre le martyre, puisque ce type est très très bien, il va essayer de me soigner, et puis s'il me soigne pour une morate, moi vous pouvez me faire confiance, je lui coupe la tête. Bon, le duc accepte et part au service du gouverneur de Gravelines. Il regarde le fameux ulcère. Le gouverneur a une jambe tuméfiée, grosse, très inflammatoire, rouge, avec un ulcère de la grosseur avec un ulcère d'environ 5 à 6 cm de diamètre, au bord fibreux. Bref, il regarde ça et il dit, mais ça, c'est un ulcère variqueux. Et le gouverneur de Gravelines lui dit, mais est-ce que vous pouvez m'en débarrasser? Pareil, il dit, oui, je peux vous en débarrasser. Ah, le gouverneur lui dit, si tu m'en débarrasses, je te rends la liberté sans rançon. Et Paris se met au travail. C'est un homme pléthorique. On peut dire, aujourd'hui, on dirait qu'il est hypertendu, qu'il a du cholestérol et un peu de diabète. Paris le met au régime. Pas de sel, plus de viande, plus de sucre, rester au lit, de la nourriture de l'hyperprotéine, commence à s'occuper de son ulcère, il le nettoie, il s'occupe et il nettoie la jambe progressivement et l'ulcère commence un peu à s'améliorer avec des bords rouges et déjà plus vivant. Il s'attache d'amitié, comme il fait toujours avec ce gouverneur de Gravelines, qui lui dit, bah, écoute, tu vas me rendre service. Là-haut, il y a un homme, on ne sait pas qui c'est, mais il vaut sûrement cher, ramène-le pour qu'on puisse prendre la rançon. À Hénin. Il ramène. Cet homme, c'était le frère de M. de Martigues. Donc, le duc de Gravelines est content, il récupère un otage supplémentaire. Quand il revient, l'ulcère est aux 3/4 guéri, il dit, et pareil du coup, est libéré. C'est le seul homme d'Hénin qui aura été libéré vivant sans payer de rançon. Bien entendu, il est reçu comme un roi, excusez-moi l'expression, par Henri II. En plus, il a été derrière les ennemis, et il a servi d'espion, et il raconte à Henri II comment tout est organisé l'armée de Charles Quint. Alors, il revient en France, ça se calme un petit peu, et là, il y a un de ses amis de la Rivière qui lui dit, mais tu ne veux pas rester simple barbier maintenant, tu es chirurgien du roi, il faut que tu deviennes chirurgien juré.
et il accepte de passer les examens de Chevaret, bien qu'il ne puisse pas le latin. On lui prépare donc des textes tout faits en latin. Il les dira d'ailleurs très mal. Dans ce rapport, il dira qu'il ne sait vraiment pas parler le latin. Mais de toute façon, à la faculté, ils sont obligés, ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter pareil. Il a les recommandations du roi, il a toute l'aristocratie et toute l'armée derrière lui, il a une grande partie des bourgeois parisiens également. Et donc, le 8 décembre 1954, il est reçu chirurgien juré de Paris. L'année suivante, Charles Quint s'explique seulement qu'à nouveau, on repart en guerre en espérant récupérer quelques territoires. L'année suivante, c'est un désastre, l'armée française est massacrée, c'est le désastre de Saint-Quentin, si bien qu'Henri II décide de stopper les frais, si vous me permettez l'expression, en disant c'est guerre d'Italie, ça suffit, il faut qu'on arrête. Et effectivement, on va discuter la paix et ça c'est une petite parenthèse que je fais rapidement pour dire qu'entre-temps, il s'est enrichi, pareil. Il a reçu des écus, il est devenu chirurgien du roi. Je crois que c'était 400 écus par an qu'il recevait en tant que chirurgien du roi. Si bien que ça lui a permis d'avoir des propriétés. Il a acheté tout un tas de propriétés, essentiellement dans la région parisienne. Vous avez la liste ici. Il y a un article qui a été fait par Mme Piongraphe qui est excellent sur les propriétés de Paris, qui est paru dans la revue de la Société. Il y en a que deux qui restent. La propriété de Meudon, qui sert de site d'histoire et d'art à la ville de Meudon, et puis une propriété de la ville du Bois, qui est dans le sud de Paris, qui est la propriété d'une institution religieuse et qui s'en sert de lycée, le lycée du Sacré-Cœur. Quant à Paris, il habitait rue de l'Hirondelle. Rue de l'Hirondelle, la rue existe toujours. Elle est à côté de la place Saint-Michel. Et l'endroit où étaient les propriétés de Paris ont été détruites au moment où on a élargi, on a fait la place Saint-Michel. Voilà, pour en revenir à la guerre d'Italie, elle prend fin en 1559 et Henri II décide de signer la paix. C'est le fameux traité de Cateau-Cambrésis. Pour fêter l'événement, le 30 juin, il décide de marier sa fille, Élisabeth, au roi Philippe II d'Espagne. Et sa sœur, Marguerite, c'est pas la reine Margot, c'est Marguerite, la fille de François Ier, au duc Emmanuel Philibert de Savoie. On décide de faire une grande fête et c'est le fameux tournoi où Henri II, toujours amoureux de Diane de Poitiers, veut une fois de plus l'émerveiller. C'est un homme, un grand gaillard, il a 40 ans, une force de l'âge, Henri II. C'est le fameux tournoi où la lance de Montgomery va passer sous l'aune du casque du roi, va traverser l'œil gauche et va se casser vite. Le roi est descendu. Alors je vais très vite parce que si vous voulez lire l'article, on a écrit, je crois, aussi un article sur cette histoire de la mort d'Henri II. Il meurt au bout de 10 jours dans des souffrances atroces. Et au moment de l'autopsie, outre la lance dans l'œil, il a, par le choc violent qu'il a eu fait, un hématome postérieur, occipital, sur le casque, et cet hématome s'est infecté. Henri II mourant, la situation se stabilise pendant 2 ou 3 ans. C'est François II qui va prendre sa succession, pas longtemps d'ailleurs, 14 ou 15 mois. Il va mourir de complications et pareil, l'a plus ou moins soigné, mais malheureusement, il y a des complications d'un abcès de l'oreille avec une fistule buccale. Il a fini par faire un abcès du cerveau à partir de cette complication. Il en est mort après de grandes souffrances. Mais ça a laissé 3 ans de tranquillité à Paris. 3 ans de tranquillité pendant lesquels il s'est remis à écrire. Vous voyez, il a écrit l'histoire d'Henri II
Ça lui a permis d'écrire un traité sur l'anatomie et la pathologie de la tête et des fractures du crâne. C'est un ouvrage qui est un ouvrage de 200 pages environ et qui est merveilleux quant à la description de toute cette pathologie traumatique de la face et du crâne. Ça va jusqu'au cou d'ailleurs. Il décrit très bien les nerfs récurrents. On regarde ça avec beaucoup d'attention. Il décrit, voilà, il décrit une partie de ces... Mais ça va durer, c'est de courte durée. 3 ans plus tard, il y a le duc de Guise, toujours lui, qui passe devant Vassy-sur-Blaise, c'est une petite ville du côté de Bar-le-Duc. Et là, il y a des protestants qui sont en train de célébrer une messe calviniste. Pareil, il dit, mais vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça. Vous dégagez, c'est terminé, sortez. Les gens se rebellent, ils envoient des cailloux, ça se passe mal, le duc de Guise charge. Il y a des morts, il y a des blessés, il y avait 500 personnes. Les protestants, à l'époque, qui avaient pris un peu d'assurance, considèrent ça comme un cas de casus belli. C'est le début de la première guerre de religion. Alors, je ne vais pas rentrer dans les guerres de religion parce que un coup on part à l'est, un coup on part au nord, un coup on part au sud, un coup c'est l'armée du duc de Guise qui l'emporte, un coup ce sont les protestants avec Coligny, de Montgomery et Condé. Et puis ça se mélange, c'est assez horrible. Si bien que, pour essayer de calmer un peu les choses, Charles IX décide avec sa mère, Françoise Catherine de Médicis, de faire un grand tour de France qui va durer 2 ans. Pendant 2 ans, ils vont circuler à travers le France et Paris va suivre le roi. Ça n'en rendu pas grand-chose. Arrivé à Lyon, il va rentrer en contact avec ce qu'on appelle la peste à l'époque, si bien que ça va lui donner l'idée de faire un traité au retour sur la peste, la petite vérole, la rougeole et la brève discrétion de la lèpre. Et puis, c'est Charles IX qui l'envoie à chaque fois, il ne que les ordres de Charles IX. Il va soigner un marquis, le marquis Philippe de Croix. Alors, je l'avais noté parce que la façon dont il s'y prend est tout à fait caractéristique de Paris. Ce marquis a une plaie par arquebus au genou qui dure depuis 8 mois ou 9 mois. Les gens ne savent pas, les chirurgiens ne savent pas le traiter. Et c'est la famille du marquis qui demande au roi d'envoyer Paris pour le traiter parce qu'on y arrive. Et la façon dont il s'y prend est tout à fait caractéristique parce que il va avoir la jambe tuméfiée qui est très rouge, qui est très inflammatoire, il y a des abcès et il va inciser les abcès, il va, avec des esquisses, il n'avait pas de radiologie, il avait un stylet. Et je me demande si avec son simple stylet, il n'avait pas à définir les zones et les cavités dans lesquelles se logeait le pus. Il arrive à retirer les séquestres avec des becs de corps-main qui servaient de corps étranger et qui prolongeaient l'infection. Et puis, il désinfectait d'abord avec des produits qui ont quand même une certaine antisepsie. Et je pense en particulier au fameux égyptiaque, qui est un mélange de miel, d'essence de térébenthine et d'un troisième corps dont je me souviens plus le nom, mais qui a une vertu vous voyez, un peu très légèrement de l'alcool. C'était du vinaigre, le troisième corps. Et on voit que le miel a des propriétés antiseptiques. On laisse un pot de confiture, au bout de 5-6 jours, il y a de la moisissure. Vous laissez un pot de miel, il n'y a jamais de moisissure dans un pot de miel. Bon, moi, je me souviens quand on était interne, ça se fait plus beaucoup maintenant, c'est l'objet de rigolade, mais ça marchait très bien. Quand une plaie ne guérissait pas, on mettait du sucre dessus, on mettait du miel, et la plaie s'améliore. Bon, bref, ce mixage qui injecte les plaies avec cet élément fait que les infections stoppent. Le phénomène infectieux s'arrête. Il n'y avait pas besoin d'antibiotiques. Paris soignait sans antibiotiques. Moi-même, j'en ai fait l'expérience.
si vous voulez. Un jour, en manipulant mal, pas une arquebuse, mais une disqueuse, la disqueuse s'arrache et je me coupe la moitié du pied, dans l'herbe et dans la terre. Alors évidemment, j'ai bénéficié des soins d'un chirurgien qui m'a bien nettoyé la plaie. Mais c'est ce que faisait Paré. La seule différence entre un malade de Paré et moi, c'est que moi, j'ai eu le droit à une petite anesthésie. Mais quand vous nettoyez bien une plaie, que vous mettez de cette espèce d'égyptax, vous avez une plaie qui devient propre et vous n'avez besoin d'aucun antibiotique. Rien du tout, ça guérit tout seul. Et condition, quand il y a des fractures osseuses, il faut retirer les esquisses, il faut évidemment avoir une bonne fixation, une bonne contention de la plaie. Quand vous suivez ces principes-là, qu'on soit au XVIe siècle ou qu'on soit au XXIe siècle, ça marche de la même façon. Voilà. Donc, je ne sais pas comment tu fais pour passer. Alors, ça, on est en 70. Mais évidemment, 2 ans plus tard, il y a ce drame de la Saint-Barthélemy. Ça commence par un attentat contre Coligny. Coligny est blessé, c'est organisé vraisemblablement par Catherine de Médicis, mais il a de la chance, Coligny, au moment où le gars va tirer le coup d'arquebuse, il se baisse et le coup passe juste à côté, si bien qu'il a une petite plaie et l'attentat est raté. Il y retourne chez lui, Charles IX apprend ça, il est furieux, il va voir l'amiral de Coligny avec Paré. Il s'en va, Paré reste pour soigner l'amiral et commence le massacre de la Saint-Barthélemy. Et à ce moment-là, Paré est au contact de l'amiral. Quand on voit arriver le Guise, tout ça et tous ces massacres, tout le monde se décarpe. D'ailleurs, Paré n'était pas un homme très très courageux. Les soldats le disent. Les soldats disent, vous savez, quand la mitraille devient forte, Paré, il va soigner les blessés derrière. Et il se sauve, il se réfugie chez Charles IX. Alors, est-ce qu'il était protestant ou il était catholique? Parce qu'à l'époque, on a dit, s'il se réfugie chez Charles IX, c'est parce qu'il est protestant et qu'il ne veut pas passer à la trappe avec tous les massacres. Déjà, à l'époque, le fait de ne pas être franchement catholique, c'était déjà suspect. Et ça, c'est sûrement une des choses qui l'a fait suspecter d'être catholique. Le fils de Sully, le père de Sully, le duc de Béthune, prétend qu'il serait catholique, qu'il serait protestant. Il y a quelques témoignages. Il y aurait eu un attentat contre lui, il a été victime d'un empoisonnement parce qu'on pensait qu'il était protestant. Bref, tout ça, c'est sûrement faux. En fait, Paré était catholique, mais c'était un catholique modéré, comme il y avait, et quand vous étiez catholique modéré, vous n'étiez pas loin pour l'Église d'être un protestant. Voilà. Il était catholique, pourquoi? Parce qu'il a été élevé par un chapelain qui était catholique, il s'est toujours marié à l'Église catholique, il a eu des enfants qui ont toujours été baptisés à l'Église catholique, il a été enterré à l'Église catholique, et il a toujours suivi des rois catholiques. Donc, il était vraisemblablement catholique. Bon, 2 ans plus tard, son épouse, sa première épouse, Madame Masselin, tu regardes si je suis dans les temps, Patrick, parce que je ne voudrais pas te décevoir. 10 minutes. Ah, essayez de faire ça en 10 minutes. Alors, sa première épouse décède et il se remarie 3 mois plus tard avec une jeune femme de 20 ans. Voilà, Madame Rousselet, Jacqueline Rousselet. Il a des points communs avec Bretonneau, je trouve. Il est un très bon clinicien, il s'occupe très bien des malades, il aura une certaine notoriété, il sera un peu à la fois discret, et puis il aura une santé de fer quand même, parce qu'il a 61 ans à l'époque. Il a 61 ans. Il continue à opérer. On vient le chercher, il n'hésite pas à mettre le petit coup de bistouri quand il faut. Et puis, cette jeune femme de 20 ans, il va lui faire 6 enfants. C'est pas mal, hein? Et d'ailleurs, c'est la même que la première. Une seule fille survivra, qui a également donné des descendants de la famille Paré. Il n'y a aucun descendant mâle, il n'y a aucun Paré
le nom de Paré n'a pas survécu. En revanche, les descendants sont des descendants des filles. Alors, à partir de 75-80, il va se consacrer à ses œuvres. Et là, vous avez toutes les œuvres qui se sont échelonnées. La première, c'est celle de 75, ce sont les œuvres complètes. Il résume tous les livres qu'il a à peu près écrits au cours de sa vie. Vous connaissez alors l'histoire avec la faculté de médecine. La faculté de médecine se serait opposée aux ouvrages de Paré, mais ça n'a jamais duré très longtemps. Ça n'a pas été. Ils ont toujours été publiés sans trop de difficultés, les œuvres de Paré. Parce que il y avait cette fameuse histoire entre les barbiers et les médecins. Hein. Bon, et les médecins avaient réussi à obtenir du roi qu'ils devaient être présents au moment du concours des barbiers, premier élément, et en 1935, ils réussissent à décider, le roi, que quand un chirurgien publie un ouvrage, il doit le présenter d'abord à la faculté de médecine. Et Paré, qui se sent peut-être un peu au-dessus, présente tous ses ouvrages sans rien demander à la faculté de médecine. Alors évidemment, il y a quelques histoires, mais ça finit par s'arranger. Voilà, le 1er août 1589, après 14 ans de règne, le roi Henri III est assassiné par le moine Clément. Il reçoit un coup de poignard dans le ventre. Paré ne peut pas le sauver, il n'était pas là, c'est trop vieux. Le roi meurt. Il meurt non pas des plaies intestinales qui avaient occasionné le couteau, mais il meurt d'une petite brèche mésentérique qui s'était faite dans le mésentère, qui avait touché une petite artériole. Moi, j'ai déjà vu ça en chirurgie, malheureusement. Les malades qui ont post-opératoire saignent de façon distillante. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais si vous ne faites pas attention, malheureusement, j'ai déjà vu ça dans mon existence chirurgicale. La tension chute d'un seul coup. Et la porte vers les enfers ou le paradis est largement ouverte. C'est ce qui est arrivé à Henri III. Il est blessé le soir, il ne mourra que le lendemain matin. Voilà. Un an plus tard, eh bien, Henri IV, enfin Henri de Navarre, qui a été désigné comme le successeur par Henri III lui-même, assiège Paris. Il mettra quand même 5 ans à récupérer son trône. Il assiège Paris, il affame Paris, et là, Paré, qui est quand même près de la fin de son existence, garde toujours sa beffe, puisqu'il invective le cardinal de Lyon, qui est en passage, en lui disant que c'était inadmissible de la façon dont les Parisiens étaient traités et ils étaient tous en train de mourir. Henri IV lève le siège, mais ce n'est pas à cause de ça. Ou pas, c'est pas un homme qui était des traits de délicatesse, Henri IV. Il lève le siège parce que Philippe d'Espagne vient de lever une armée dans le sud pour venir aller aider les catholiques. Et le 20 décembre 1590, Paré décède chez lui, rue de l'Hirondelle. Il est inhumé dans l'église qui se trouve à côté, qui est l'église Saint-Candé-des-Arts, côté de la rue Saint-Candé-des-Arts, au pied du clocher. L'église sera détruite après la Révolution par Napoléon, puis complètement la région sera remodifiée par Napoléon III lorsqu'on fera la place Saint-Michel. Les crânes, comme tous les crânes des églises qu'on a libérées dans Paris, ont été mis dans les catacombes. Je suis allé voir un catacombe et il y a effectivement un carré où il y a le carré de Saint-André-des-Arts, où il y a marqué ici, ce sont les squelettes des Saint-André. Alors j'ai bien regardé, j'ai une grande nouvelle à vous faire, c'est que j'ai regardé tous les crânes. Et je n'ai vu aucune distinction entre un crâne de chirurgien et un autre crâne. Donc, je n'ai pas pu savoir quel était le crâne de Ils ne sont pas plus gros. Voilà. Alors, tu me laisses 2 minutes encore.
Je vais vous dire deux éléments qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est que le premier qui écrit un livre d'expertise médicale, et ça me tient à cœur parce que je suis expert auprès de la commission des accidents médicaux, le premier qui a écrit un cours d'expertise médicale, c'est Ambroise Paré. Et pour qu'il y ait expertise médicale, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, c'est que la médecine soit arrivée à un taux d'évolution qui permette de porter des diagnostics de certitude. Et la deuxième, c'est qu'également la justice doit arriver à un niveau d'évolution auquel les procès se font dans le calme et la tranquillité. Cette période, c'est la fin du XVIe siècle. Et le premier édit qui est publié sur le sujet, il l'est par Henri III, qui n'a pas été en définitive un mauvais roi, mais ça c'est un autre sujet. Et dans l'édit d'Henri III, il est bien dit que les partis doivent se mettre d'accord s'il y a une opposition quelconque pour désigner une personne indépendante qui donnera son avis, et que si jamais ils ne sont pas d'accord sur la personne, c'est le juge qui la décidera. C'est la définition de l'expertise médicale. Voilà. Alors là-dessus, sur Traité, qui fait partie des œuvres complètes, il décrit tout un tas d'histoires extraordinaires, dont en particulier celle d'un type qu'on retrouve dans les vignes de Vincennes, la gorge tranchée. Il est appelé en tant qu'expert. Il dit, mais moi, je ne peux rien faire pour lui. L'œsophage est rétracté dans le thorax. Ce type, il est à mort. Là, le cou tranché. La seule chose que je peux faire, c'est lui recoudre la trachée. Parce que grâce à ça, il pourra de nouveau parler et il vous donnera le nom de son assassin. Il lui recouvre la trachée. Le type, c'est un type qui habitait à côté de lui. Il s'arrouait à mort, place Maubert à Paris. Ça, c'est la première remarque que je voulais vous faire. La seconde, il en raconte plein d'autres, c'est une infinie. La deuxième, c'est qu'il ne parle pas le latin, Paré, mais il parle et il écrit parfaitement bien le français. Quand on lit Paré, on comprend parfaitement, c'est écrit dans un style extrêmement clair, avec un langage, un vocabulaire abondant et soutenu. Les idées sont bien mises en place, c'est intéressant de lire Paré. Et en définitive, il appartient à ce grand mouvement des années 1550, parce qu'il était ami avec Du Bellay, il était ami avec Ronsard, qui lui avait écrit des sonnets sur lesquels, dans ses ouvrages, il y a des sonnets de Ronsard. Il connaît très bien Rabelais aussi, peut-être pas personne, mais il connaît très bien ses œuvres de Rabelais. Et Paré appartient à ce grand mouvement de développement de la langue française qui a lieu à cette époque et qui a fait que notre langue ait été la première langue du monde jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a fait des émules parce que même des chirurgiens jurés comme Laurent Joubert de Montpellier finissaient par écrire leurs propres livres, alors que c'était des gens qui connaissaient parfaitement le latin, finissaient par les écrire en français. Voilà, je vous remercie.